La fête des pères était toujours une affaire discrète chez nous. Pas de grand barbecue, pas de carte fête maison, juste quelques hochements de tête dans ma direction. Peut-être un cadeau ou deux si quelqu'un s'en souvenait. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Je n'étais pas du genre sentimental. Mais cette année, ce fut différent. Ce n'était pas le silence. C'était le rire. Je m'appelle Jean. J'ai 46 ans. Je suis mariée à ma femme, Sophie, depuis 18 ans. Et nous avons 3 enfants. Emma a 17 ans, Lucas a 15 ans, et le petit Hugo vient d'avoir 9 ans. Je travaille comme chef d'équipe de maintenance dans une usine locale, ce n'est pas glamour, mais c'est stable et ça nous permet de vivre. Je ne me plains pas. Même quand les heures sont longues ou que le travail est ingrat, j'ai toujours cru que se montrer présent et solide comptait pour quelque chose. Il s'avère que tout le monde ne voit pas les choses de cette façon. Je n'ai jamais été le père cool. Sophie a toujours eu plus de charisme que moi. Les enfants l'adoraient, et l'adorent toujours. Elle est pétillante, douée pour les mots, toujours une blague rapide ou une taquinerie douce. J'étais plutôt l'homme de l'ombre. Je récupérais les enfants après le sport, réparais les robinets qui fuyaient, débarrassais après le dîner, payais les factures, et pendant un temps, cela semblait suffire. Mais ces derniers temps, il y a eu un changement. Subtil au début. Emma avait l'habitude de courir à la porte quand je rentrais à la maison. Maintenant, j'ai un grognement du canapé. Lucas ne me parle que s'il s'agit d'argent. Et Sophie, bien qu'elle soit toujours fatiguée ou occupée ou ait juste besoin d'espace, j'ai mis ça sur le compte des humeurs d'adolescent et des longues journées de travail. Je pensais que ça passerait. Je me suis trompée. Alors, quand la fête des pères est arrivée, je n'attendais pas grand-chose. Peut-être une carte. Merci, papa. Au lieu de cela, je suis entrée dans la cuisine ce matin-là pour trouver les 3 enfants et Sophie assis à table avec des sourires beaucoup trop grands pour 9 heures du matin. Lucas tendit une boîte. On t'a pris quelque chose, dit-il, essayant de retenir un rire. Emma avait déjà son téléphone sorti. Elle filmait. Je l'ai ouverte. Une tasse blanche unie, de grandes lettres audacieuses imprimées dessus. Plus grande déception du monde. Il y eut un moment de silence avant qu'ils n'éclatent tous de rire. Pas un petit rire, pas un gloussement taquin, un rire franc et massif. Emma a tourné le téléphone vers moi, filmant probablement ma réaction. Lucas a tapé sur la table. Sophie a reniflé dans son café. Je suis juste restée là, tenant la tasse comme si elle allait s'expliquer d'elle-même. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit, en fait. J'ai juste souri, dit merci, et j'ai commencé à faire la vaisselle de leur petit déjeuner. Ce n'était pas seulement la tasse. C'était la façon dont ils riaient. Comme si c'était normal, comme si c'était mérité. Comme s'ils étaient tous complices d'une blague qu'on ne m'avait pas racontée. Toute la matinée, je suis resté silencieux. J'ai emmené Hugo manger une glace comme nous l'avions prévu. J'ai tondu la pelouse, plié du linge, me suis tenu occupé, feignant que cela ne me blessait pas. Mais le silence dans ma poitrine ce jour-là, il n'était pas calme. Il était fort, assourdissant. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, je me suis assis au bord du canapé et j'ai fixé cette tasse sur la table basse. Juste fixée, mes doigts agrippés à l'anse. Je me suis demandé si elle avait été commandée sur mesure, si Sophie l'avait choisie elle-même, si elle l'avait montrée aux enfants avant, s'ils avaient répété la livraison. J'ai fait mes bagages vers 1 heure du matin. Juste l'essentiel. Quelques chemises, de l'argent, mes outils de travail, une photo de Hugo quand il avait 5 ans. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste partie. 2 semaines plus tard, Sophie a posté sur Facebook. S'il vous plaît, si quelqu'un sait où est Jean, dites-lui que nous voulons juste qu'il rentre à la maison. Elle a inclus une photo de moi au dernier match de football de Hugo. J'y avais l'air fatigué, un peu brûlé par le soleil, mais je souriais, tenant une bouteille de boisson énergisante pour Hugo, comme un fier père de banlieue. Le message a reçu des dizaines de commentaires, de prières, de conseils, d'inquiétudes. Aucun d'eux ne savait pour la tasse.
Aucun d'eux ne savait ce que cette matinée avait vraiment ressenti. Mais avant de vous dire où je suis allée ou pourquoi je suis partie, vous devez comprendre quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas d'une simple blague. Cela faisait des années que ça durait. De petites fissures qui s'élargissaient avec le temps. Une famille qui avait oublié que j'étais plus que le gars qui débouchait les toilettes et remplissait les réservoirs d'essence. Et alors que je commençais à rejouer d'anciens moments, de minuscules rejets, des piques discrètes, des compliments ambigus, j'ai réalisé que j'avais été lentement effacée de ma propre vie. Cette histoire ne parle pas seulement d'une tasse. Elle parle de ce qui se passe quand quelqu'un décide qu'il en a marre d'être le souffre-douleur de la famille. De la façon dont j'ai appris ce qu'il pensait vraiment de moi. De ce qui se passe quand la déception finit par décevoir tout le monde en retour. Mais je vais commencer par le début. Avant la fête des pères, avant que le manque de respect ne soit encore enveloppé de sourires. Si vous demandiez à Sophie, elle dirait probablement que notre mariage a toujours été normal. Elle aimait ce mot, normal, sûr, stable. Je le pensais aussi. Nous avions des routines. Pizza le vendredi soir, football le samedi matin, facture payée, pelouse tondue, anniversaire célébré. De l'extérieur, nous avions l'air solide. Mais à l'intérieur de ces routines, j'ai commencé à me sentir comme du papier peint. Toujours là, facile à ignorer. Sophie était la vedette du spectacle. Membre du bureau de l'association de parents d'élèves, organisant des ventes de gâteaux, postant des photos de famille avec des légendes comme Vie de Benny. Elle savait jouer son rôle, et ça ne me dérangeait pas au début. J'aimais rester en coulisses, la laisser briller. Mais quelque part en chemin, elle a cessé de partager les projecteurs et a commencé à me rayer entièrement du script. Cela a commencé par de petites choses. Lors des réunions parents-professeurs, elle se présentait comme la maman d'Emma avec un sourire éclatant. Moi, j'étais juste Jean. Pas Marie, pas papa, juste un type qui traînait. Occasionnellement reconnu si le professeur avait l'air confus sur qui j'étais. Une fois, j'ai essayé d'intervenir sur le bulletin de Lucas, et elle m'a coupé en pleine phrase avec une tape sur le bras et un rire. J'en ne suis pas vraiment tout ce qui concerne l'école, a-t-elle dit. Il est plutôt du genre à s'occuper du garage. Du genre à s'occuper du garage. Comme si c'était tout ce que j'étais. Mais j'ai laissé tomber parce que c'est ce que je faisais. Je laissais les choses passer. Puis est venu le favoritisme. Sophie a toujours eu un faible pour Emma. Peut-être était-ce toute cette histoire de mère-fille. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond. Mais la différence dans la façon dont elle traitait les enfants est devenue trop évidente pour être ignorée. Emma recevait de nouveaux vêtements chaque saison. Un portable à 700 € juste parce qu'elle était responsable. Lucas s'en tirait à bon compte, sautait les devoirs, jouait tard le soir, et a même une fois cabossé la voiture en reculant de l'allée. Sophie riait. Les garçons seront toujours des garçons. Mais Hugo, mon garçon, lui devait tout mériter. S'il renversait du jus, il recevait une longue leçon. S'il laissait son sac à dos par terre, Sophie disait, honnêtement, parfois j'ai l'impression que tu es en train de devenir ton père. Et elle ne le disait pas comme un compliment. Cela me déchirait de le voir rétrécir sous le poids de ses mots. C'était le plus doux des trois. Calme, réfléchi, toujours prêt à aider. Je le surprenais à plier mal les serviettes juste pour être utile. J'ai commencé à passer plus de temps avec lui, à le chercher à l'école quand je pouvais, à lui offrir secrètement du chocolat au lait pendant nos courses. Mais même cela, je recevais des regards de Sophie. Tu le couves trop, disait-elle. Pas étonnant qu'il s'accroche à toi. Alors, je me suis de nouveau retirée, j'ai laissé les choses passer. Mais c'est la semaine avant la fête des pères que tout a finalement craqué. Nous avions prévu un barbecue en famille. Ou plutôt, Sophie l'avait fait. Elle avait invité sa sœur, des amis, même son ancienne colocataire d'université qui était en ville. On m'a dit le matin même, dit, pas demander, dit de nettoyer le barbecue, dit d'aller chercher des pains supplémentaires, dit d'être présentable. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi à faire des hamburgers pendant que Sophie flottait d'invité en invité comme une hôtesse en pilote automatique. Le travail ne me dérangeait pas. Ce qui m'a dérangé, c'est le moment où je suis entrée dans le salon,
une assiette à la main, et que je les ai entendus parler. Sophie était au milieu d'une phrase, un verre de vin à la main, riant. Oh, s'il vous plaît. L'idée de Jean d'un week-end de folie, c'est de regarder des rediffusions de la chaîne Histoire et de s'endormir avant 21h. Rire de sa sœur, de son amie, même d'Emma, assise en tailleur sur le tapis avec son téléphone. Je suis restée là une seconde, invisible. Puis je me suis retirée, j'ai posé l'assiette sur le comptoir de la cuisine et j'ai pris une bière dans le frigo. Je l'ai bu dans le garage, à côté du chauffe-eau. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Sophie m'a trouvée dans la buanderie en train de plier des serviettes. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, la voix un peu pâteuse à cause du vin. « Oui, dis-je. »« Tu es silencieux, juste fatigué, fit-elle une pause. »« Ne sois pas si sensible, chérie. Ce n'était que des blagues. Détends-toi. » Des blagues. Elle disait toujours ça à propos des commentaires, à propos de la tasse plus tard, à propos de la façon dont Lucas imitait ma démarche ou comment Emma levait les yeux au ciel quand je parlais. Ce ne sont que des blagues, mais elles n'étaient plus drôles. Le point de rupture est survenu le vendredi précédant la fête des pères. Sophie avait inscrit Emma à un atelier d'écriture d'été dans un centre d'art privé en centre-ville. 1200 € pour 6 semaines. Je l'ai découvert quand la facture est arrivée par email. Je l'ai fixé longtemps, me demandant quand nous en avions discuté. Spoiler, nous ne l'avions pas fait. Ce soir-là, je l'ai abordé calmement. Et, tu as déjà inscrit Emma à cet atelier ? Sophie n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Oui, pourquoi ? C'est juste que c'est une grosse dépense. Je pensais qu'on en parlerait d'abord. Elle a besoin de ça, Jean. Tu sais à quel point elle veut entrer dans ce programme d'art. Je comprends. Je souhaite juste qu'on ait. Oh mon Dieu, ce n'est pas grave. Pourquoi tu rends toujours les choses si difficiles ? Je n'essaie pas d'être difficile, dis-je, gardant ma voix égale. Je pense juste que nous devrions nous mettre d'accord sur les grosses dépenses. Elle ricana. Tu ne te soucies pas de son avenir. Tu ne soutiens jamais rien d'important. Celle-là a fait mouche. Pas parce que c'était vrai, mais parce que j'ai réalisé qu'elle le croyait. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Non pas parce qu'elle me l'avait dit, mais parce que je ne pouvais pas supporter d'être à côté de quelqu'un qui me considérait comme un boulet. Le lendemain matin, Hugo est venu dans le salon pendant que je lassais mes bottes pour le travail. Il s'est glissé sur mes genoux, silencieux, juste posé sa tête sur mon épaule. « Papa ? » ?»« Oui, mon grand. » »« Tu n'es pas une déception. » Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai juste serré plus fort. Et puis est venue la fête des pères. Vous connaissez déjà l'histoire de la tasse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Après avoir fait mes bagages et être resté dans mon camion pendant 1 heure, j'ai failli faire demi-tour, failli. Mais ensuite, j'ai pensé au barbecue, à la tasse, à la façon dont Lucas n'a même pas tressailli en me l'attendant. La façon dont Sophie a ri et la facture et la façon dont Emma a souri derrière l'écran de son téléphone alors que je faisais semblant de sourire et que je prétendais que tout allait bien. J'ai pensé à tout ça et je suis partie. Je n'ai pas laissé de mots parce que je ne pensais pas qu'il le lirait. Pendant 2 semaines, je suis restée dans un motel bon marché en périphérie de la ville. J'ai appelé au travail et leur ai dit que j'avais besoin de temps libre, j'ai épuisé mes jours de maladie, mes vacances, même quelques jours sans solde. J'ai éteint mon téléphone et l'ai laissé vibrer jusqu'à l'oubli. Je n'ai même pas vérifié les messages au début, mais la curiosité m'a vaincue vers le 10e jour. Des dizaines de SMS, la plupart de Sophie, « Où es-tu ? » Ce n'est pas drôle. Jean, les enfants posent des questions. Sérieusement, grandis. Puis un changement. Je m'inquiète pour toi. Rentre juste à la maison. Ok, s'il te plaît. Jean, j'ai peur. Emma a pleuré. Hugo ne mange pas. Si quelqu'un sait où est Jean, dites-lui que nous voulons juste qu'il rentre à la maison. Celui-ci venait avec un lien vers son post Facebook. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que je ne la croyais pas. Pas encore. J'avais besoin de savoir si je leur manquais ou s'ils manquaient juste de ma commodité. Il y a une différence et c'était important.
J'ai commencé à prendre des notes, à écrire tout ce qui, au cours des dernières années, m'avait semblé étrange. Chaque affront, chaque blague, chaque fois où j'avais été traité comme une arrière-pensée dans ma propre maison. La liste était longue. Et plus j'écrivais, plus je commençais à me demander, et si je ne revenais pas? Et si je faisais autre chose? Quelque chose d'audacieux? Quelque chose qu'ils n'attendraient jamais. Parce que voici le problème avec les gens qui vous traitent comme une déception. Ils ne pensent jamais que vous ferez quoi que ce soit pour les décevoir en retour. Ils pensent que vous resterez. Ils pensent que vous encaisserez. Ils ne s'attendent pas à ce que le type tranquille parte. Et ils ne s'attendent certainement pas à ce que j'allais faire ensuite. Mais j'en viendrai à cela juste après vous avoir raconté la dernière conversation que j'ai eue avec Sophie avant de quitter complètement la ville. Et le seul moment qui a prouvé que tout ce que je craignais était vrai. Parce que croyez-le ou non, la tasse n'était pas la partie la plus blessante. Loin de là. Le fond du baril ne s'annonce pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est une tasse de café tiède de station-service à 6 heures du matin dans un hall de motel qui sent le moisi, en regardant CNN en sourdine et en se demandant si quelqu'un remarquerait vraiment si vous disparaissiez pour de bon. C'est là que j'étais 3 semaines après mon départ. Je n'avais pas de plan directeur. Je ne suis pas parti en coup de tête pour leur donner une leçon. Je ne savais même pas où j'allais quand j'ai reculé de l'allée cette nuit-là. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Mais que se passe-t-il après que vous soyez parti? Que se passe-t-il quand le silence s'installe et qu'il ne vous reste que vos pensées, vos regrets et un muffin rassis de distributeur automatique? Je pensais que je me sentirais libre, mais la liberté sans but ressemble beaucoup à la flottation. Et je ne savais pas comment arrêter de dériver. Le motel était bon marché. 49,99 € la nuit. Pas de ménage à moins de le demander. J'ai payé en espèces les 2 premières semaines. Après cela, j'ai commencé à manquer d'argent. Je n'étais pas fauché. J'avais quelques économies, mais plus je restais absent, plus je sentais la réalité me taper sur l'épaule. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. Mon patron, Bruno, avait été patient. Il a appelé une fois, a laissé un message disant « Quoi qu'il se passe, tu as 3 jours de plus avant que je ne doive te remplacer, mec. J'espère que tu vas bien. » Je ne l'ai pas rappelé. Je ne pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris quelques quarts de travail sur un chantier de construction à 2 villes de là. De l'argent sous la table, juste assez pour garder la chambre. Je travaillais avec des gars qui ne posaient pas de questions. Nous partagions des cigarettes pendant les pauses et échangions des histoires sur les voitures, les outils cassés, et une fois brièvement sur les ex-femmes. Je leur ai dit que je m'appelais Stéphane. C'était juste plus facile. La nuit, j'ai commencé à écrire. Pas comme un journal intime. Je ne suis pas si poétique, mais quelque chose dans le fait de tout coucher sur le papier, tout ce que j'avais ravalé pendant des années, cela m'a aidé. Le jour où j'ai finalement pleuré, ce n'était pas à cause de la tasse ou de Sophie ou même des enfants. C'était Hugo. J'étais assis au bord du lit du motel, fixant un dessin qu'il avait fait des mois plus tôt, froissé, taché d'eau. Il me l'avait donné après un projet artistique scolaire. 2 bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil tordu. L'un étiqueté « moi », l'autre « papa ». Cela m'a brisé parce que, peu importe à quel point c'était difficile, il était toujours à moi. Il me regardait toujours comme si je valais quelque chose. Et je l'avais laissé. Cette culpabilité est restée avec moi. Elle est toujours là si je suis honnête. Mais la culpabilité n'allait rien arranger. Pas plus que de rester dans un motel à regarder des rediffusions de Pawn Stars. Alors, j'ai commencé à planifier. Pas de vengeance. Pas encore. Juste la survie. J'ai liquidé un petit compte d'investissement dont Sophie ne connaissait pas l'existence. Quelque chose que j'avais construit grâce aux primes d'heures supplémentaires et aux primes de vacances au fil des ans. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour me sortir du motel et me permettre de louer un petit studio à la périphérie d'une petite ville endormie appelée Les Saules. Population, peut-être 800 habitants. L'appartement avait de la moquette beige affreuse et une douche avec une pression d'eau inconsistante, mais c'était le mien. Le premier endroit où j'avais vécu seul depuis mes 24 ans.
La ville était calme. Les gens se saluaient. Il y avait un petit restaurant, une quincaillerie et un magasin d'appât qui faisait aussi office de caviste le week-end. J'ai trouvé du travail rapidement. Chef de maintenance dans une résidence pour personnes âgées. Un salaire plus petit que celui de l'usine, mais beaucoup moins de stress. Et curieusement, les résidents m'aimaient bien. Monsieur Keller, un mécanicien à la retraite avec une mauvaise hanche, a commencé à m'appeler le gamin, même si j'avais à peine 15 ans de moins. Mademoiselle Leroy, qui souffrait de démence, pensait que j'étais son fils et me donnait des menthes chaque matin. C'était paisible. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas sur des œufs. J'ai commencé à me lever tôt, non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que j'en avais envie. J'allais au restaurant, prenais un café et discutais avec le cuisinier, Brice, qui ressemblait à un ours grizzly et donnait des conseils de vie non sollicités comme des bonbons. Vous avez l'air d'un homme qui a traversé une période difficile, dit-il un matin en me glissant une assiette de galettes de pommes de terre. J'ai hoché la tête. Divorce ou quelque chose comme ça. Il a juste grogné. Bienvenue au club. Je n'ai pas expliqué plus. Il n'a pas posé de questions. C'est ce que j'aimais au Soul. Personne n'avait besoin de votre CV. Vous vous présentiez, faisiez votre travail, et les gens respectaient cela. J'ai acheté un camion d'occasion. Rien de fantaisiste. Une Renault Trafic de 2008 avec une bosse sur la porte et la climatisation cassée. Elle tournait comme un charme. Je l'ai retapée le week-end. Petit à petit, comme je me retapais moi-même. Un samedi, je suis passé devant une petite librairie nichée entre un fleuriste et un salon de manucure. Je ne sais pas ce qui m'a attiré, mais j'y ai flâné pendant 1 heure et je suis reparti avec un livre de poche intitulé « L'art de ne pas être invisible ». C'était un peu mièvre, mais il y avait un chapitre sur l'estime de soi qui m'a marqué. Il disait, si vous êtes toujours celui qui fait que les choses fonctionnent, il cesse de remarquer que vous êtes la raison pour laquelle tout fonctionne encore. Cela me semblait trop proche de la réalité. Au 3e mois, je me sentais de nouveau humain, plus fort, plus clair. J'ai commencé à aller dans un bar local le vendredi soir. Rien de bruyant, juste des fléchettes et de la bonne musique de jukebox. J'ai rencontré quelques personnes, me suis fait quelques amis, des gens qui ne me connaissaient pas comme le mari de Sophie ou le père Déception, juste Jean, juste moi. Et puis un soir, en regardant une soirée quiz locale, j'ai vu un visage familier entrer. Le cousin de Sophie, Marc. J'ai failli laisser tomber mon verre. Il ne m'a pas vu tout de suite, mais quand nos regards se sont croisés, sa mâchoire s'est contractée. Jean, dit-il, s'approchant comme s'il n'était pas sûr que je sois réel. J'ai hoché la tête. Salut Marc, qu'est-ce qui s'est passé, mec? Les gens pensaient que tu étais mort. J'ai bu une gorgée de ma bière. Pas mort, juste besoin de partir. Il a tiré un tabouret. Sophie a été un désastre. Elle a posté partout sur Facebook. Elle a appelé tout le monde. A dit que tu les avais abandonnés. J'ai levé un sourcil. Elle t'a parlé de la tasse? Son front se plissa. De quoi? J'ai ri doucement. Laisse tomber. Il m'a regardé, puis autour du bar. Tu vis ici? Oui. Merde. Tu as l'air différent. Plus heureux. Je n'ai rien dit, j'ai juste haussé les épaules. Il a tapé sur le comptoir. Écoute, je ne suis pas là pour te ramener. C'est entre toi et elle. Mais pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé qu'il te traitait comme de la merde, surtout Emma. La fille a le sarcasme de Sophie sans le charme. Cela m'a surpris. Marc avait toujours été l'un des plus bruyants lors des réunions de famille. Je pensais qu'il me prenait aussi pour une blague. Elle a dit que tu avais juste craqué, continua-t-il. Que tu es parti à cause d'une stupide tasse. Je me suis adossée. Cette tasse n'était pas le début. C'était juste la dernière phrase d'un très long chapitre. Il est resté silencieux 1 minute. Puis il a dit, tu sais, elle n'a jamais changé les serrures. J'ai cligné des yeux. Quoi? Sophie. Tes affaires sont toujours dans la maison. Elle ne les a jamais rangées.
Elle ne cesse de dire qu'il va revenir. Il avait juste besoin d'une pause. Comme si tu étais en vacances ou quelque chose. Cela m'est resté en tête toute la nuit parce que Marc avait raison. Elle n'avait pas compris. Elle pensait que j'évacuais ma frustration. Elle ne réalisait pas que j'étais partie. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert ma vieille boîte mail. J'ai fouillé dans mes dossiers jusqu'à trouver quelque chose que je n'avais pas touché depuis plus d'un an. Une idée de projet parallèle que j'avais commencé à esquisser pendant les nuits de garde à l'usine. C'était simple. Un site web de critique d'outils. Honnête. Pas de critique sponsorisée pour les gens comme moi qui voulaient juste des réponses claires sur quelle perceuse acheter. J'avais enregistré un nom de domaine, écrit 3 articles et l'avais laissé pourrir. Mais maintenant, j'avais du temps, alors je l'ai reconstruit. Chaque soir après le travail, j'écrivais, testais des outils, enregistrais des voix off sur mon téléphone, j'ai appris le design web de base, acheté un micro bon marché et filmé quelques critiques. En un mois, le site était en ligne. En 2 mois, j'attirais du trafic. Petit mais constant. Des commentaires ont commencé à apparaître, des emails de lecteurs, même quelques ventes d'affiliation. Pour la première fois depuis des années, quelque chose était à moi, entièrement à moi, et ça marchait. Je pensais que ma famille me définissait. Que sans eux, je n'étais qu'un bruit de fond. Mais ce n'était pas le cas. J'étais capable, intelligent, fiable. J'avais juste oublié. Ou plutôt, ils m'avaient convaincu d'oublier. Mais je me souvenais maintenant. Et alors que le brouillard se levait, une nouvelle question a commencé à se former dans mon esprit. Si je pouvais me reconstruire à partir de zéro, quoi d'autre pouvais-je reconstruire ? Parce que quelque part, il y avait une femme qui postait encore des messages « S'il te plaît, rentre à la maison ». Toujours en train de jouer la femme affligée, toujours en train de se présenter comme la victime. Et tout ce temps, elle était assise dans une maison payée avec ma sueur, élevant des enfants avec la certitude que leur père ne riposterait jamais. Mais elle se trompait. Je ne rentrais pas à la maison. Je venais pour autre chose. Et je venais de trouver exactement par où commencer. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je ne visais pas le froid. Je visais la discrétion, la précision, l'incontestabilité. Au moment où l'automne s'installait sur les saules, les feuilles se recroquevillant en rouge et or croustillant, je n'étais plus le même homme qui était resté paralysé dans une chambre de motel des semaines auparavant. Mes cheveux avaient poussé, poivrés d'argent aux tempes. J'avais perdu quelques kilos à cause du travail et des repas sautés. Mais ce n'est pas le poids qui avait changé. C'était la posture. Le silence qui ressemblait autrefois à une retraite ressemblait maintenant à une armure. Je ne léchais plus mes plaies. J'aiguisais des couteaux. Pas des couteaux littéraux, bien sûr. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais si vous avez déjà été rejeté, raillé, tenu pour acquis par les gens que vous aimiez le plus, alors vous connaissez le genre d'avantage mental que je cultivais. Et je savais exactement où le diriger. Voici le problème avec les disparitions. Ça effraie les gens. Mais la réapparition, c'est pire. Surtout quand vous revenez en tant que quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus et que quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler. La première partie de mon plan nécessitait des informations. Pas de vengeance encore, pas de contact, juste la vérité. J'ai commencé doucement, j'ai créé un faux compte Facebook et j'ai ajouté quelques personnes inoffensives de mon passé, d'anciens collègues, des amis de lycée, même un cousin ou deux du côté de Sophie qui était trop poli pour poser des questions. Je n'ai rien posté, je n'ai rien commenté, j'ai juste observé. Le profil Facebook de Sophie était toujours public, et elle continuait à poster des photos d'elle et des enfants souriant dans un champ de citrouilles. Béni. Un message d'anniversaire pour Lucas. Je n'arrive pas à croire que mon grand ait 16 ans aujourd'hui. Avec une photo de lui tenant une toute nouvelle Apple Watch. Un selfie de brunch du dimanche avec sa sœur légendée, les mamans fortes restent unies. Aucune trace de moi. Pas une seule mention depuis que son message « S'il te plaît, rentre à la maison » s'était tari 3 mois auparavant. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas ce qu'elle a posté. C'est ce qu'elle n'a pas posté. Pas de photo de Hugo. Pas de mention. Rien. C'était comme s'il avait été effacé. Cela m'a dit que quelque chose avait changé.
J'avais besoin de plus d'informations. J'avais toujours accès à notre compte Dropbox partagé. Sophie n'avait jamais changé le mot de passe. Je l'utilisais pour sauvegarder des vidéos familiales, des déclarations de revenus, des reçus scannés. Elle n'y touchait jamais. Un dimanche pluvieux, je me suis connectée et c'est là que j'ai vu un nouveau dossier, candidature à l'université. Emma. Il contenait des essais, des lettres, même des relevés de notes scannés. J'ai ouvert la lettre de motivation en premier. Emma avait toujours voulu être écrivain. Cela commençait par une citation de Maya Angelou, quelque chose sur le courage. Puis ceci, en grandissant, mon père était physiquement présent mais émotionnellement absent. Il vivait dans notre maison comme une ombre, silencieux, sombre, déçu. Ma mère m'a appris tout ce que je sais sur la force, sur la joie, sur la façon de s'élever au-dessus des gens qui ne voient pas votre valeur. J'ai lu ce paragraphe 4 fois, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela confirmait tout ce que je craignais. Qu'elle ne me manquait pas seulement de respect en privé. Elle réécrivait l'histoire en sa faveur, effaçant mes contributions, me dépeignant comme un père absent et maussade afin de paraître inspirante sur sa candidature. J'ai fermé le document et j'ai fixé l'écran. Sophie n'avait pas écrit cela. Emma l'avait fait, mais Sophie l'avait laissé faire. Sophie avait encouragé cette version parce que cela la bénéficiait aussi. J'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui n'avait pas choisi de camp. J'avais besoin de Hugo. Il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage de le contacter. Je n'ai pas appelé. Je ne pouvais pas risquer que Sophie réponde, alors je lui ai envoyé une lettre. Une enveloppe simple, sans adresse de retour, juste l'adresse de la bibliothèque locale comme couverture. À l'intérieur, un court mot de ma main. Salut mon pote, je vais bien. Tu me manques. Je ne suis pas parti à cause de toi. Je suis parti parce que parfois les adultes doivent faire des choix difficiles pour se protéger. Si tu veux parler, demande à maman si tu peux aller à la bibliothèque après l'école. Juste une fois. Je serai là samedi prochain à 15h. Tu n'es pas obligé de venir, mais je t'attendrai. Papa. Je l'ai posté un lundi. J'ai passé toute la semaine à faire les 100 pas. L'avait-il seulement reçu? Sophie ouvrirait-elle son courrier? Viendrait-il? Le samedi, je m'étais convaincue qu'il ne viendrait pas. Je suis arrivé tôt, me suis assis dans un coin éloigné de la section jeunesse avec une pile de livres de Garfield et un café qui est devenu froid. À 14h59, j'ai perdu espoir. À 15h02, j'ai entendu la voix la plus faible dire « Papa ». Il était plus grand, un peu plus mince. Les mêmes grands yeux bruns. Je me suis levé trop vite et j'ai failli renverser un présentoir tournant de marque-page. « Salut, mon pote ». Il ne s'est pas jeté dans mes bras. Il est juste resté là, les mains enfoncées dans les poches d'un sweat à capuche que je ne reconnaissais pas, mais ses yeux étaient brillants. Il essayait de ne pas pleurer. « Tu vas vraiment bien ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je vais bien. » Il s'est assis en face de moi. Son sac à dos a atterri sur le sol avec un bruit sourd. Pendant 1 seconde, nous n'avons rien dit. Puis il a chuchoté, « Emma a dit que tu étais parti parce que tu ne voulais plus être notre papa. » Ma gorge s'est nouée. Ce n'est pas vrai. Loin de là. Elle a aussi dit que tu allais envoyer des avocats et prendre de l'argent à maman. J'ai cligné des yeux. Ta mère a dit ça? Il n'a pas répondu. Il avait juste l'air fatigué. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une photo, une qu'il m'avait dessinée il y a des années. Tu te souviens de ça? Son visage s'est fendu. C'est à ce moment-là qu'il a sauté par-dessus la table et a enfoui sa tête dans ma poitrine. Nous sommes restés comme ça longtemps. Pas de mots, juste des respirations. Après un moment, nous avons parlé. Rien de lourd. Il m'a parlé de sa nouvelle professeure de maths, de la façon dont Lucas s'était fait prendre en train de tricher à un quiz, mais Sophie avait fait en sorte que l'école se calme. Il a dit qu'Emma sortait à peine de sa chambre maintenant. Qu'elle avait un petit ami qui portait de l'eyeliner et m'appelait son papa fantôme. Mais la partie qui m'a le plus touchée, maman est toujours en colère maintenant. Elle riait plus avant. En colère à propos de quoi? De tout.
La vaisselle, Internet. Que sa batterie de voiture soit morte et que tu n'étais pas là pour la réparer. Ça m'a fait sourire un peu. Hugo est resté 1 heure. Je l'ai raccompagné à mi-chemin, m'arrêtant à 3 pâtés de maison de la maison. Avant de partir, il s'est retourné et a dit « Je sais que tu ne m'as pas quitté. » C'est tout ce dont j'avais besoin. Maintenant j'avais mon « pourquoi ». Et bientôt j'aurai mon « comment ». Voyez-vous, quand je travaillais à l'usine, je gérais une équipe tournante d'environ 15 gars. L'un d'eux s'appelait Charles. Un homme plus âgé, un peu complotiste, mais brillant en matière de finance. Charles ne faisait pas confiance aux banques. Il avait des lingots d'or enterrés dans son jardin. Mais il m'a aussi appris quelque chose de précieux, comment structurer les actifs. À l'époque, je ne pensais pas que j'aurais un jour besoin d'utiliser ce qu'il m'avait appris. Mais maintenant j'avais une entreprise. Mon petit site de critique d'outils avait commencé à prendre de l'ampleur. J'avais fait passer ma chaîne YouTube à 3000 abonnés. Les marques commençaient à m'envoyer des emails, offrant des échantillons gratuits, demandant des mentions. Je ne gagnais pas des millions, mais je gagnais assez. Et plus important encore, j'avais un levier. Alors, j'ai appelé Charles, lui ai dit que j'avais besoin de créer une fiducie. Anonyme, ai-je dit. Blindé. Il a gloussé. Tu divorces ou tu disparais? Un peu des deux. Nous avons passé 2 semaines à rédiger les documents. J'ai transféré le domaine, les revenus et les droits sur le contenu à une fiducie commerciale sous un nom que personne ne pourrait jamais relier à moi. L'adresse était une boîte postale dans un autre département. Les bénéficiaires, un seul, Hugo. Dans 10 ans, il aurait tout. Sophie ne saurait même pas que ça existait. Pendant que j'y étais, j'ai appelé mon ancien collègue David de l'usine. Il me devait une faveur après que je l'avais couvert pendant un audit de sécurité. Tu connais toujours ton cousin avocat, ai-je demandé. Le type du divorce? Non, celui qui est spécialisé dans la séparation discrète des biens. Jean, qu'est-ce que tu mijotes? J'ai souri. Juste protéger ce qui est à moi. Nous nous sommes rencontrés en personne 2 semaines plus tard. Elle s'appelait Isabelle. Elle ressemblait à une bibliothécaire mais parlait comme un scalpel. Tranchante, précise, mortelle si nécessaire. Je ne cherche pas à la détruire, ai-je dit. Je veux juste m'assurer qu'elle ne pourra pas me rouler plus tard. Elle a hoché la tête. Intelligent. Vous voulez jouer aux échecs, pas à la guerre. Nous avons mis en place des mesures de sécurité. Commencé à documenter tout ce que je pouvais. Contributions financières, reçus, capture d'écran, même l'essai d'Emma, non pas pour en faire une arme, juste pour me protéger si les choses devaient s'aggraver. Mais quelque chose qu'Isabelle a dit m'est resté en tête. Parfois, la vengeance la plus puissante est l'indifférence. Si vous reconstruisez votre vie si complètement qu'ils ne peuvent plus la toucher, cela fait plus mal que tout ce que vous pourriez jamais dire. Elle avait raison. Mais je n'avais pas encore fini car la dernière pièce était de revenir dans leur monde selon mes propres termes. Non pas en tant que victime, non pas en tant que déception, mais en tant que fantôme revenu avec un but. Et l'occasion parfaite était déjà inscrite à l'agenda. L'anniversaire de 16 ans de Lucas. Sophie organisait une fête dans le jardin. Je l'ai vue sur Facebook. Grande tante, guirlande lumineuse, dit J. Sa sœur taguait des amis. Et pour une raison quelconque, elle avait laissé l'événement public, ce qui signifiait que j'avais la date, l'heure, la liste des invités et un plan. Je ne ferai pas de scandale. Je ne crierai pas. Je ne resterai même pas longtemps, mais je m'assurerai qu'ils me voient, m'entendent, réalisent que l'homme dont ils s'étaient moqués, celui qu'ils avaient qualifié de déception, n'était plus à eux pour être raillé. Ils s'appartenaient désormais, et ils ne faisaient que commencer. Mais si vous voulez savoir comment cette fête s'est déroulée, il faudra attendre parce que cette nuit-là a tout changé. Les 16 ans de Lucas sont tombés un samedi fin octobre. Le genre de journée où le ciel est parfaitement clair, mais le vent porte un avertissement. Je me suis garé à 4 maisons de celles que j'appelais autrefois chez moi. Moteur coupé. Regardant depuis l'ombre comme un étranger qui surveille les lieux. Je n'étais pas habillé pour le drame. Pas de veste en cuir ni de lunettes de soleil menaçantes.
Juste un jean, une chemise à carreaux et des bottes poussiéreuses du parking du restaurant. L'arrière-cour était illuminée comme un petit mariage. Des guirlandes lumineuses accrochées à la clôture, une tente, des tables pliantes, l'une de ces enceintes Bluetooth diffusant de la musique pop juste assez fort pour noyer les conversations gênantes. J'ai observé Sophie de loin pendant un instant. Elle riait avec sa sœur, sirotant quelque chose dans un verre de vin, et souriait faussement aux autres parents qui ne voulaient clairement pas être là. Elle avait toujours l'air bien, soignée, comme si tout était parfaitement sous contrôle jusqu'à ce que j'entre. Je n'étais pas invitée. Je n'avais pas besoin de l'être. J'ai attendu que la musique s'apaise, que le volume baisse à la fin de la chanson. Puis je suis entrée par le portillon latéral comme si je n'étais jamais partie. Les conversations se sont arrêtées. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Sophie s'est figée, son verre de vin toujours tenu à mi-gorgée. Lucas avait l'air d'avoir vu un fantôme. Emma, assise près du brasero avec son petit ami aux yeux fardés, a croisé mon regard et a dit à voix basse mais assez fort pour être entendue, « Pas question ». J'ai fait un léger hochement de tête, poli, respectueux. Je n'étais pas venue pour crier. « Salut tout le monde », ai-je dit, je passe juste. Sophie s'est avancée vers moi, le visage tendu, la voix tendue. « Jean, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai jeté un coup d'œil aux invités, voisins, collègues, amis adolescents avec des assiettes de gâteaux et j'ai répondu calmement. Je pensais souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils. Lucas n'avait pas bougé. Il serrait une toute nouvelle paire d'écouteurs comme une bouée de sauvetage. Merci, marmonna-t-il. J'ai fouillé dans ma veste et lui ai tendu une petite boîte. Rien de tape à accent grave l'œil, juste quelque chose que j'avais trouvé dans un magasin de musique d'occasion. Un album vinyle classique de Pink Floyd, The Wall. Je le lui avais fait écouter quand il avait 9 ans. Il n'aimait même pas le vinyle à l'époque, mais il adorait la pochette. Joyeux anniversaire, Lucas. Il l'a pris en silence. Pas de câlin, pas de merci. Mais il ne l'a pas rendu non plus. Sophie s'est rapprochée, baissant la voix. Tu ne peux pas simplement te présenter comme ça. C'est inapproprié. Je l'ai regardé dans les yeux, plus calme que jamais. Je l'ai élevé pendant 15 ans. J'ai nettoyé ses bêtises, payé son appareil dentaire, entraîné sa petite ligue quand personne d'autre ne le faisait. J'ai gagné 5 minutes le jour de son anniversaire. Elle s'est hérissée. Il ne s'agit pas de toi. Tu nous as quittés. Non, dis-je, je t'ai quitté. Ne déforme pas les choses. L'atmosphère s'est tendue. Les conversations ont tenté de reprendre autour de nous, mais ont échoué. Puis, sans prévenir, Hugo a jailli du porche arrière et s'est jeté sur moi. Il a enroulé ses bras autour de ma taille comme s'il ne m'avait pas vu depuis des années, ce qui, en tant d'enfant, était le cas. Papa! Je me suis agenouillée et je l'ai serré fort dans mes bras. Salut, mon pote. Le visage de Sophie est devenu blanc. Hugo, reviens ici. Il n'a pas bougé. Maman, dit Hugo en se tournant. Tu as menti. Sa mâchoire est tombée. Excuse-moi. Tu as dit que papa ne voulait plus nous voir. Tu as dit qu'il nous avait abandonnés, mais il m'a envoyé des lettres. Il m'a rencontré à la bibliothèque. Tu n'as même jamais demandé. Les chuchotements se sont propagés comme une traînée de poudre. Emma a détourné le regard. Lucas a reculé. Sophie a essayé de se reprendre. Tu ne comprends pas, Hugo. Les adultes. Arrête, lança-t-il avec plus de force que je ne lui en avais jamais entendu. Tu nous as dit qu'il était égoïste. Mais c'est le seul qui m'a vraiment écouté quand j'ai parlé. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Je me suis levée lentement. Tu veux la vérité, Sophie, dis-je, la voix basse mais claire. Tu veux que tout le monde ici sache ce qui s'est vraiment passé? La tasse n'était que l'insulte finale. La vraie trahison. Ce fut une mort par 1000 rejets. Tu m'as effacé de ton monde jour après jour, et tu as appris à nos enfants à faire de même. Les gens bougeaient. Quelques invités faisaient déjà semblant de faire défiler leur téléphone. La sœur de Sophie reculait comme si elle ne voulait pas être dans le cadre.
Et pendant que tu te peignais en martyr abandonné, continuai-je, je construisais quelque chose. Sophie ricana. Quoi? Une cabane dans les bois? J'ai souri. Non, une entreprise. J'ai sorti une carte de visite. Simple, blanche. Sans fioriture. Clé en main média, propriétaire et rédacteur en chef. Je l'ai tendue à Lucas. Ce site d'outils que tu suis, la chaîne YouTube que tu m'as montrée l'année dernière. C'est moi. C'était moi depuis le début. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as dit que le gars derrière cette chaîne gagnait des milliers d'euros par mois, chuchota Théil. J'ai hoché la tête. Sophie regardait entre nous, essayant clairement de calculer la valeur de cette carte. Puis je me suis tournée vers Emma. J'ai lu ton essai pour l'université, dis-je. Ses joues ont rougi. Tu m'as qualifié d'émotionnellement absent. Que j'étais une ombre dans ta vie. Et peut-être que c'est vrai, mais pas parce que je ne me souciais pas de toi, mais parce que l'on m'a fait me sentir indésirable dans ma propre maison. Tu voulais une histoire pour ta candidature. Assure-toi juste que c'en soit une avec laquelle tu puisses vivre. Emma n'a pas répondu. Son petit ami avait l'air de vouloir disparaître. J'ai regardé autour de moi une fois de plus, laissant le silence s'installer. Voici ce qui va se passer, dis-je. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans cette cour. Je ne reviendrai pas. Mais Hugo, il est le bienvenu chez moi à tout moment. J'ai déjà déposé une demande de droit de visite. Mon avocat dit que le juge aimera le fait que j'ai tout documenté, y compris cette tasse. Sophie avait l'air de vouloir parler, mais elle savait mieux que ça. Je ne demande pas la garde. Je ne demande pas d'argent. Je demande le respect. Je me suis tournée pour partir, mais j'ai fait une pause. Oh, et si quelqu'un ici veut savoir ce qui s'est vraiment passé, ai-je ajouté, il suffit de chercher mon nom sur Google dans une semaine. Toute l'histoire sera en ligne. Les noms changés, bien sûr, mais le monde mérite de savoir à quoi ressemble vraiment la déception. Sur ces mots, je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand Hugo m'a appelé. Je peux venir rester avec toi le week-end prochain? Pas quand Sophie a prononcé mon nom une fois. Sec, désespéré, s'estompant. Pas quand la musique s'est coupée, et que le silence les a engloutis. Je suis montée dans mon camion et je suis retournée au sol, le cœur stable, le souffle calme. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur « Publier » pour un article sur lequel je travaillais depuis des semaines. La plus grande déception du monde, comment j'ai quitté ma famille et construit une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Il a explosé en 48 heures. Il a été repris par la page d'accueil de Medium. Partagé par des pères divorcés, commenté par des thérapeutes, lié par des youtubeurs qui n'avaient jamais entendu parler de moi auparavant. Mais plus important que les clics, c'est l'email que j'ai reçu 3 jours plus tard. Papa, j'ai lu ton article. Je suis désolée. Je veux parler pour de vrai cette fois-ci, Emma. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Pas encore. Mais c'était un début. Et c'est là que j'ai su que j'avais gagné. Non pas parce que je les avais blessés, non pas parce que je les avais embarrassés, mais parce que j'avais reconstruit ma valeur sans eux. Et maintenant, ils devaient faire face à la vérité. Ils ne m'avaient pas brisé. Ils m'avaient révélé. Et je n'ai jamais été aussi fort.